Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être ici en cette conférence et désolé de briser votre pause. Donc, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous pour venir parler de gestion de changement. Puis je trouve aussi très heureux là, de rencontrer plusieurs personnes d'entre vous que je connais puis que malheureusement on s'est perdu de vue dans les dernières années. Donc, je me présente, Sylvain Houd, et en bref, juste pour faire un petit aparté sur mon expérience. Donc, j'ai une quinzaine d'années d'expérience en gestion de changement, autant au niveau de la consultation qu'au niveau des entreprises. Et dans les dernières années, j'ai fondé mon entreprise Evoluo. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous parler gestion de changement, chronique d'un échec annoncé. Bon, en partant, vous allez dire, c'est qui ce malade-là? Il fonde son entreprise en gestion de changement, puis il vient de parler d'échec annoncé. Bien, en fait, je suis venu partager avec vous des constats un petit peu alarmants sur la pratique, puis c'est un peu pour ça d'ailleurs que j'ai fondé mon entreprise, c'est que je voulais peut-être amener la pratique ailleurs. Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui, je crois que vous allez être surpris, mais en même temps, quand on met tous les constats ensemble, on se rend compte qu'il y a peut-être lieu de réfléchir, puis peut-être d'amener notre modèle ailleurs. J'ai la chance également d'avoir un pied dans le monde universitaire et dans le monde de la pratique. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est à la fois le constat du milieu terrain, mais également le constat qu'on peut voir au niveau de la littérature scientifique. Sans plus tarder, allons-y avec le bilan, avec quelques bilans en fait. Première des choses, c'est qu'on a commencé à évaluer l'échec ou le succès des changements à partir des années 80. Ça se faisait avant, mais on a commencé à intégrer la notion humaine du changement dans les années 80. En passant, ce graphique-là, il est extrêmement laid, mais je ne voulais pas qu'on se concentre sur le graphisme, je voulais vraiment qu'on se concentre sur les courbes. Donc, on a commencé à se rendre compte que seulement 20% des projets dans les années 80 atteignaient les objectifs qu'on s'était fixés au départ. Lorsqu'on mettait ensemble les projets et qu'on regardait quelles étaient les causes des échecs, il y avait bien entendu la technologie, mais la cause qui revenait le plus souvent, c'était l'humain. On a commencé dès lors à investir justement dans l'humain, dans ce qu'on appelle la gestion de changement. Donc la pratique a commencé à prendre place. Bien, il y en avait un petit peu avant, mais là, c'est là que ça a commencé à se structurer et qu'on a vu se développer de plus en plus de modèles et qu'on a commencé à investir de plus en plus en gestion de changement. On s'est rendu compte que malgré le fait que les investissements augmentaient de manière considérable, le taux de succès des changements, lui, ou du moins le taux de succès humain des changements, n'atteignait pas la même proportion. En fait, aujourd'hui, en 2016, on peut parler que, selon les études, à peu près 30% des changements seulement atteignent les objectifs qu'on s'est fixés au départ. Encore une fois, l'humain est au cœur de tout ça. Donc, vous voyez, pourquoi que je parle d'un constat d'échec? C'est que si on ne se pose pas les vraies questions dès maintenant, bien, la courbe va continuer d'augmenter et on va continuer d'investir sans nécessairement savoir pourquoi on investit. Les échecs du changement, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher sur le plan financier. En fait, la plupart des projets, on peut parler que quand on dit 30% des projets n'atteignent pas leur changement, ça veut dire qu'ils n'atteignent pas leur objectif. 30% seulement des projets atteignent leur objectif. Ça veut dire que les autres, bien, on va assister à des dépassements de coûts, des dépassements de délais. En fait, il y a même jusqu'à 30% des projets qui sont carrément abandonnés en cours de route. Ça coûte extrêmement d'argent. Et nonobstant l'argent, il y a aussi le facteur humain à travers ça. L'échec d'un changement est très dommageable pour l'humain, que ce soit sur, puis on en a entendu parler tantôt là, au niveau de la communication, mais il y a d'autres éléments qui vont affecter, négativement un projet ou une organisation. Donc, on va assister à une perte de mobilisation, une perte de motivation, de l'absentéisme, du présentéisme au travail, voire même des démissions. J'en suis peut-être un exemple, mais j'en connais d'autres aussi dans le métier qui, suite à un changement qui s'est mal passé, ont décidé carrément de quitter l'entreprise. Juste pour vous donner une petite idée ou un petit aperçu de combien ça peut coûter un départ, on évalue en fait le départ d'un salarié 1 à 4 fois son salaire en coût direct. Donc ça, c'est de l'argent direct de nos poches. Fait qu'imaginez pour une entreprise, un employé qui, suite à un changement qui a plus ou moins bien tourné, décide de quitter l'organisation. On va parler, un salaire, mettons, un salaire moyen dans la salle, là, 100 000 $. Donc, à ce moment-là, on se rend compte que 1 à 4 fois son salaire, un départ peut coûter jusqu'à 400 000 $. 3 employés qui quittent, on peut parler d'1 200 000 $ directement de coûts directs. Quand je parle de coûts directs, c'est le coût de remplacement, la perte de productivité, le coût que ça prend de recrutement, etc. Donc, vous voyez,
quand on parle d'échec de changement, ce n'est pas juste un échec au niveau de l'humain, c'est un échec financier, mais c'est aussi également un échec, en fait, un constat global et un échec que je parlerais de pratique globale, et c'est pour ça qu'il faut se questionner. Pourquoi maintenant? C'est beau avoir ce bilan-là, mais pourquoi on arrive à ce constat-là? En fait, la question d'abord qu'il faut se poser, c'est pourquoi on continue malgré tout à faire les choses comme elles sont actuellement? C'est qu'on cherche à appliquer une recette magique à des problèmes et des enjeux qui sont uniques. Par ailleurs, il y a plusieurs modèles qui existent et ce qu'on essaie de faire, c'est de dire on cherche la baguette magique. J'ai un changement qui s'en vient, j'ai une transformation qui s'en vient, bien, je vais appliquer une méthodologie. Et cette méthodologie-là, on l'applique peu importe l'organisation, peu importe la culture dans laquelle on est. Parce qu'en faisant ça, bien, on évite de travailler sur l'humain, on travaille sur des processus. Et un changement, c'est d'abord et avant tout humain, c'est d'abord et avant tout de l'émotion. Au Québec, et ceux qui ont lu le Code Québec le savent très bien, ceux qui ne l'ont pas lu, je vais vous le résumer en un mot. Au Québec, on a peur des émotions. Donc, dans le Code Québec, c'est un peu ce qui est mentionné, c'est qu'on se cache derrière des processus pour éviter de partager l'émotion. C'est le temps maintenant de faire stop, de prendre un pas de recul, puis de regarder qu'est-ce qu'on fait maintenant pour que ça change. Parce que la gestion de changement, à la base, doit changer. Pour faire un petit constat, en fait, on a fait le bilan. Maintenant, pour revenir un peu à la base, là, c'est quoi un changement? Parce qu'on entend nos changements, on arrive d'élections, toutes les partis parlaient de changement. Il y a un parti qui ça faisait 15 ans qui était au pouvoir, puis c'était le parti du changement. Fait qu'à un moment donné, on commence à s'y perdre avec le mot changement. Un changement, en fait, ce que c'est pas un changement, c'est l'implantation d'un système informatique. Vous allez comprendre pourquoi je dis que ce n'est pas un changement. C'est l'intégration de nouvelles technologies. En fait, ça, c'est des projets. Puis, on a attribué à ces projets-là le mot changement. Bien entendu, ça va générer un changement, mais d'abord et avant tout, c'est un projet qui va susciter des réactions. À l'origine du mot changement, il y a le mot mouvement. Donc, un changement, c'est du mouvement. On crée du mouvement. Et le mouvement, en fait, c'est de se mettre en action, c'est de faire un pas. Et quand on se met en action, c'est-à-dire qu'on passe d'un état A à un état B, et à la base même du mot changement, on génère de l'émotion. Et on va générer de l'émotion. Malheureusement, on ne gère pas l'émotion, on gère des processus. J'irais même plus loin, le mot émotion, c'est un mot tabou. Parce que quand on parle d'émotion, on a l'image en tête que gérer de l'émotion, c'est compliqué. On a l'impression que ça prend un divan dans lequel on va aller s'étendre, puis on va faire de la psychologie. Donc, il y a une connotation assez négative du mot émotion. Pourtant, les émotions sont nécessaires et on va voir quelques études qui démontrent pourquoi c'est nécessaire et que, dans le fond, toutes les organisations se ressemblent à cet égard-là. Ici, je voulais vous démontrer une étude de la firme McKinsey. Ceux qui ne connaissent pas McKinsey, c'est l'équivalent en transformation de Gartner pour la technologie. Donc, eux, ils recensent les meilleures pratiques de transformation à travers le monde entier, puis ils viennent décoder des constats, puis ils viennent donner des recommandations là, suite à ça. Je vais vous l'expliquer, là, peut-être que c'est un petit peu plus flou de votre côté, mais ici, il y a deux choses intéressantes à regarder. C'est que Gartner a évalué le niveau d'énergie dans les organisations en transformation. Et les organisations qui ont le plus de succès en transformation, c'est eux qui ont le plus d'énergie positive pendant la transformation. Donc, on voit ici là, le chiffre qui est là, il y a une proportion de 52 à 12 des organisations. Ceux qui ont moins de succès, on se rend compte que le niveau d'énergie positive est seulement à 2 Donc, vous voyez déjà là, quand on parle de changement, de gérer les énergies, de gérer la confiance, de générer de la confiance, de se mettre en mouvement, les organisations qui ont du succès en transformation, c'est les organisations qui ont réussi à se mettre en mouvement puis à générer de l'énergie positive. Bon, énergie positive, c'est une chose, mais on entend souvent parler aussi, la gestion de changement, c'est la gestion des préoccupations, c'est des résistances. Donc, on va mettre en place des programmes, on va mettre en place des structures et on va s'assurer de gérer les préoccupations puis d'avoir le moins de résistance possible. Gartner, ce que nous dit Gartner à cet égard-là,
c'est que autant dans les changements qui ont du succès que dans les changements qui n'ont pas de succès, donc dans l'ensemble des organisations à travers le monde qui ont été évaluées, le niveau d'anxiété, succès, échec est exactement ou pratiquement le même. Dans ceux que ça a été un succès que ceux que ça a été un échec. Le niveau de résistance est également le même. Donc, on est en train de mettre des efforts pour gérer la résistance, gérer l'anxiété, gérer les préoccupations, alors que dans une organisation qui a du succès, dans une organisation qui a des échecs, le niveau est équivalent. Ce que je suis en train de vous dire, dans le fond, en termes d'agilité, c'est-à-dire que probablement que le focus n'est vraiment pas à bonne place. À l'inverse, dans les organisations, dans les émotions positives, ce qu'on se rend compte, c'est que dans les organisations qui ont le plus de succès en transformation, c'est qu'on a réussi à créer un sens et à créer de l'espoir. Et ça ne se fait pas dans des processus, ça ne se fait pas dans des structures, ça se fait en travaillant avec l'humain. Une autre étude qui a démontré que lorsque en fait, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, le changement égale danger. En mandarin, lorsqu'on fait la déclinaison, en mandarin, en fait, le mot changement égale danger. Et lorsque le cerveau se sent en danger, donc dans un changement, c'est un réflexe neurologique, il y a moins d'oxygène qui s'en va au cerveau. Quand il y a moins d'oxygène qui s'en va au cerveau, on est moins créatif. Et lorsqu'on est moins créatif, on a tendance à faire plus de généralisation, c'est-à-dire c'est tout blanc ou c'est tout noir, c'est beaucoup ou c'est bon ou c'est mauvais, et plutôt que d'aller dans la nuance et d'essayer de se sortir de cette situation-là. En ne gérant pas l'émotion, on reste confiné dans ce stade-là, et qu'est-ce qui arrive? Comme on devient plus paresseux, bien, les processus, les structures deviennent hyper intéressantes parce que ça donne quelque chose sur quoi se rattacher. En fait, ça va même plus loin, c'est lorsque on est en situation de danger, bien, on s'en va dans des mindsets qu'on se dit fixes. Donc, encore là, on va s'en aller dans de la structure, c'est sécurisant. À ce moment-là, bien, on se retrouve dans des organisations qui se mettent en situation où la croissance, je dirais la croissance ou la transformation ou la culture organisationnelle fait du surplace. Changer, c'est douloureux. Changer, ça fait mal. Changer, c'est frustrant. Juste ce matin, okay, j'avais un autre exemple, mais je voulais sortir celui-là. J'ai écrit à mon ami MD qui est dans la salle ici sur Messenger pour lui dire hey, « Je suis content que tu sois à la conférence. » J'arrive, Messenger me sort une mise à jour en pleine face. Fait que là, j'étais un peu stressé, j'étais un peu limite là, d'arriver. Puis là, ben, j'avais pas 5 minutes à perdre. J'ai vraiment eu une frustration intense. Donc, c'est un changement minime, c'est un changement qui n'a aucune importance dans ma vie. Puis pourtant, pourtant, ça m'a généré. Bien, vous voyez, hein, moi, j'étais un peu de même, j'étais un peu émotif. Donc, ça a généré de la frustration. Qu'est-ce qu'on fait dans les organisations quand on veut éviter qu'il y ait de la frustration? Parce que c'est normal, il faut le vivre, je suis en train de vous le dire. Là. Dans les organisations qui ont du succès, ils le génèrent. Ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on a tendance à vouloir récompenser, donc aller la carotte et le bâton. Là. Donc, il y a un changement qui s'en vient, on le sait que ça va faire mal, parle-en pas, puis à la fin, là, tu vas être bien heureux. Inquiète-toi pas, tu vas avoir une belle surprise, là, tu vas avoir une belle formation à la fin, puis tout va bien aller. Cette image-là, je voulais juste la sortir parce que, à la base, tout le monde est pour le changement. Personne n'est contre la vertu, on s'entend, mais c'est difficile de changer. Parce que comme on le disait tantôt, ça implique du mouvement. Donc, il faut se mettre en mouvement, il faut se mettre dans l'émotion. Et ce qu'on a tendance à faire aussi, c'est de convaincre. Ah, je vais le convaincre je vais le rassurer. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de moins rassurant que quand, par exemple, un gouvernement vient me dire on va rassurer la population. Là, c'est comme de dire, non, là, ça ne marche pas, là, c'est sûr qu'ils essayent de m'en passer une. Donc, il faut éviter d'essayer d'être en mode rassuré puis d'être très paternaliste dans nos interventions. Il faut être plus en mode laisser les gens venir à nous, laisser les émotions prendre place et générer de la confiance. On en a parlé ce matin là, à la rencontre. En fait, la première conférence, on parlait de communication, on parlait de confiance, on parlait de différents aspects. Bien, je suis obligé de dire que, pas malheureusement, mais heureusement, c'est vrai, mais il faut laisser la place à ça. Également, on pense, puis c'était peut-être vrai dans les années 80, mais on disait l'homo economicus, et ça, je l'entends vraiment encore beaucoup dans les organisations, c'est d'essayer d'aller trouver le « what's in it for me ». Donc,
quand il y a un changement qui arrive, ben là, on va aller trouver, là, c'est ça la carotte et le bâton, là, on va aller trouver c'est quoi que moi, personnellement, mon individu, là, mon propre être moi, qui est si important, qu'est-ce que je vais en retirer en bout de ligne? Ce que les études démontrent, c'est qu'on n'est plus dans des œuvres individuelles aujourd'hui, en 2018, on est dans des œuvres collectives. On l'a vu précédemment, qu'est-ce qui motive les individus? C'est l'espoir. Et l'espoir ne se fonde pas au niveau individuel, l'espoir se fonde au niveau collectif. Donc, c'était important de revoir nos organisations pour justement que cette culture-là d'espoir, de confiance puisse vivre. On parle de croyances, justement. Il y a quelques croyances destructrices qui existent et on est capable de les observer très facilement dans les organisations. Et ce que je vais vous montrer au niveau des croyances, c'est également appuyé par la littérature. Je ne veux pas sortir des stats de Gartner à chaque slide là, parce que je vais vous perdre, mais sachez que c'est appuyé dans les deux sens. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, si vous regardez un peu ce cercle-là? Bon, je ne m'attends pas à ce que vous répondiez, là, vous êtes un peu loin, mais je voulais quand même vous laisser réfléchir. C'est qu'on gère les changements un à un plutôt que d'embarquer dans une espèce de transformation culturelle. Les changements dans une organisation, en fait, un changement ne vit pas seul, un changement vit dans un écosystème. Et quand on fait des interventions en gestion de changement, puis notre focus est seulement sur un projet, donc on néglige de mettre en lumière ou de mettre en collaboration l'écosystème. Je donne un exemple, là, plusieurs dans la salle, vous êtes sûrement, en fait la plupart d'entre vous, là, travaillez sur des projets informatiques. Imaginez que si le focus, au lieu de focuser seulement sur le projet informatique pour la réussite d'un projet, on disait, qu'est-ce que le projet peut amener dans l'ensemble de l'organisation de positif? Comment on peut générer de la performance suite à ce projet-là, mais pas juste de la performance d'un projet, de la performance de l'organisation. Ça, c'était vrai dans les années 80 où là, on vivait un changement aux 20 ans. À peu près. Bon, j'exagère, là, mais à ce moment-là, c'est important de gérer le changement. Maintenant, aujourd'hui, le changement, il est en continu. Donc, on ne parle plus de gestion de changement, ou oui, c'est correct de parler de gestion de changement, mais on devrait parler plus de transformation. Et je pense que de plus en plus, ce thème-là existe. Maintenant, comme la plupart des buzzwords, il commence à être un peu surutilisé. Mais quand on parle de transformation, ce qu'on veut dire, c'est vraiment d'intégrer le changement dans un écosystème. On va gérer le changement seul, échec. Bon, il fallait bien que je plug le mot échec, là, c'était le titre de la conférence. Une autre croyance, et les gens de gestion de changement dans la salle connaissent probablement ce modèle-là, à gauche, c'est le modèle de John Kotter, donc qui est quand même un réputé spécialiste dans le domaine de la gestion de changement. Et lui, à travers ses recherches, il a développé une méthodologie, c'est une méthodologie en 8 étapes pour gérer le changement. Donc, si je vous dis, là, demain matin, là, tout le monde, là, je vous fais intégrer un changement, puis inquiétez-vous pas, je vais vous faire passer à travers les 8 étapes, ces 8 étapes-là, puis après ça, vous allez être changé. Comment vous recevez ça? Comment vous vous sentez? C'est comme si on instrumentalisait la gestion de changement pour essayer de la sortir de l'humain, puis de la faire rentrer dans des cases. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des bonnes choses là-dedans. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, mais je suis juste en train de dire qu'appliquer une recette à une recette simple à une solution complexe, c'est peut-être pas toujours l'idéal. Juste une petite parenthèse à côté, sur les images à côté, puis c'est à titre d'information, c'est juste pour démontrer comment le focus, des fois, il peut être déplacé. Vous avez en haut à droite Henry Mintzberg. Henry Mintzberg, c'est un des grands spécialistes dans le domaine de la gestion encore vivant de ce monde. Et Henry Mintzberg, c'est un des plus grands fervents combatteurs ou combattants, si je voudrais, ou personnes qui s'inscrivent en faux face aux structures puis aux modèles de gestion de changement. Henry Mintzberg, il y a 3500 followers sur le web. Babou le chat a 1 500 000 followers. Juste pour donner une idée, notre focus, il est où? Mais Babou le chat, il est cute. T'sais, on n'est pas obligé de rentrer dans l'émotion. Il est le fun, on rit. Henry Mintzberg, il est plate. Il dit des choses plates. Ça prend une grosse métaux, échec. Et là, je ne suis pas en train de dire que ça ne prend pas de métaux.
Je suis en train de dire qu'il faut adapter les métaux et il faut être léger dans les métaux. En fait, même, mon associé qui est à Montréal, qui va faire un petit peu la même conférence cet après-midi dans un autre événement, elle a dit que ça ne prend pas de métaux. Moi, je ne suis pas capable d'aller là. J'aime ça quand même, une mini-structure, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ça prend un cadre. Un cadre dans lequel on va demander aux employés qui sont impliqués dans le changement, allez vous amuser dans ce cadre d'intervention-là. Allez vous dans ce cadre, ou dans cette structure-là. Allez vous amuser dans ce carré de sable-là. Définissons les balises au niveau gestion, puis ensuite laissons les employés s'amuser là-dedans, puis générer de l'énergie positive, puis est-ce qu'eux trouvent leur hope, si on veut, ou leur espoir à travers ce changement-là. Et à la base, tout le monde est de bonne foi. Donc, à la base, les gens veulent avoir confiance entre eux, les gens veulent communiquer entre eux. Donc, nécessairement, ça va générer de l'énergie positive. Puis lorsqu'il y a de l'énergie positive, encore une fois, les études le démontrent, bien, les gens sont performants. Quand on arrive avec des structures en 8, modèles en 12, en tout cas, il y en a plusieurs sur le marché, bien, on arrive à ce constat-là. Donc, on arrive devant des gestionnaires, puis eux, ils se disent, ouais, c'est donc bien compliqué tes affaires. Viens donc gérer le changement à ma place, c'est trop compliqué. Fait que lui, il se ramasse devant une espèce de tableau dans lequel il ne comprend rien. Puis comme il ne comprend rien, puis c'est trop compliqué, mais c'est important en gestion de changement, parce qu'on l'a vu, on investit beaucoup en gestion de changement, donc ça doit bien être important. Fait que viens donc le faire à ma place. Et ça, c'est une des pires erreurs qu'on ne peut pas avoir en gestion de changement, c'est qu'on ne peut pas gérer le changement à la place d'eux. En fait, c'est même l'inverse. Il y a plus de chances que ce soit un échec. Donc, il faut prendre en charge les changements. Et ce n'est pas compliqué, gérer un changement. On en a parlé tantôt. C'est de laisser la place aux émotions. Bon, oui, ça prend de la communication, des bons processus de communication en place. Puis quand je parle de processus, c'est qu'on a vu tantôt, aujourd'hui, avec la technologie, il y a différents moyens qu'on peut mettre en place pour mieux communiquer. Mais ultimement, encore une fois, ça demeure à laisser place à la créativité, l'innovation, l'émotion. Donc, peux-tu venir gérer mon changement? Échec. L'implication. De plus en plus, les modèles montent, puis j'en ai parlé tantôt, là, je disais, bon, mais si on va laisser les employés aller, donc la plupart des stratégies de gestion de changement ou des plans de gestion de changement vont mettre en place une stratégie d'implication. Donc, c'est important d'impliquer les employés. Encore une fois, ce que les études démontrent, puis ce qu'on voit un peu dans la réalité, c'est que c'est de l'implication que je qualifie d'un peu façade. C'est-à-dire qu'on a besoin de bras, fait qu'on va impliquer les employés, mais on va leur dire quoi faire. Puis, on va leur dire comment le faire. Puis, souvent même, on va demander le résultat, on va déjà leur dire le résultat qu'ils doivent atteindre d'avance. Non seulement ça a un effet négatif sur le changement, mais en plus, ça a un effet extrêmement négatif sur les attitudes ou ce que j'appelle les conditions psychologiques qui sont favorables justement à la mobilisation des employés. C'est ce que je parlais un petit peu tantôt. Donc, on leur donne une perception qu'on leur fait confiance, on leur donne une perception qu'on les soutient, qu'ils ont du pouvoir d'agir, mais dans les faits, ils n'en ont pas de pouvoir. Fait que si on décide d'impliquer nos employés, il faut le faire à fond. Et ce que ça veut dire que pour les gestionnaires, je ne sais pas s'il y en a sûrement dans la salle, là, j'en ai reconnu quelques-uns, ça veut dire qu'il faut être capable de déléguer, puis d'accepter que ça ne sera peut-être pas comme exactement le résultat qu'on avait souhaité. Mais ultimement, je vous rappelle, si tout le monde, si dans le fond, on a des conditions positives, les émotions positives, il y a du sens, le résultat va être positif. Pour l'organisation, fondamentalement, on n'est pas mauvais. Impliquer les employés et tout est réglé, échec. La fameuse licorne rose. Pensez-y, là, je suis sûr que vous êtes capable de trouver un peu ce que ça veut dire. La fameuse licorne rose, c'est « ils me l'ont demandé, je leur ai livré », ils étant les employés, puis ils chialent, ils ne sont pas contents. Et ça, c'est le syndrome de parce que c'est un changement. Puis à la base, là, on s'entend, là, quand on fait des changements, des projets, peu importe, c'est pas parce qu'on veut détériorer la situation, c'est parce qu'on veut s'améliorer. Donc, un essaim positif nécessairement, sinon on ne le ferait pas.
Donc, quand on investit dans le changement, ben c'est positif, donc je n'ai pas besoin de m'en occuper. Ben, premièrement, erreur. Puis, deuxièmement, ben, on l'a vu, dans les organisations, que même si le changement est positif, ça génère quand même de l'anxiété, des résistances et des préoccupations. Donc, c'est important de s'en occuper. L'autre élément par rapport à la licorne rose, c'est que, encore une fois, ça va se faire par magie. Donc, j'ai mon processus, je suis sécurisé, je vais suivre les étapes de A à Z et de cette manière, je vais réussir mon changement. Bien là, on est vraiment dans le syndrome de la licorne rose. Je dis même rose bonbon. Et j'ai une anecdote à vous raconter là-dessus. C'est une conférence qu'on donnait lors d'un autre atelier, une activité un petit peu plus restreinte, où, quand on a sorti la licorne et on a commencé à l'expliquer, il y a une dame dans la salle qui s'est mise carrément, là, elle a explosé là, en sanglots. Puis là, on dit, ouais, comment ça, ce qui se passe? T'sais? Puis elle, ça faisait 2 ans qu'elle demandait à la direction d'avoir un changement dans son système informatique. C'était pas efficace, puis elle était chef d'équipe, puis les employés avaient beaucoup de difficultés. Fait qu'on on a pris un projet informatique, on en a fait un changement, plutôt que de faire un projet informatique puis gérer le changement. 3 semaines après que le changement est implanté, la personne elle a craqué, elle est partie en maladie, ça ne fonctionnait pas. Puis, elle est revenue plusieurs années plus tard, puis là, finalement, elle ne comprenait pas ce qui s'était passé. Pourtant, je l'ai demandé. Donc, là, elle se sentait coupable. C'était de sa faute, bon, culpabilisation, etc. Finalement, bien, ils l'ont livré, le système informatique. De un, ils ne l'ont jamais impliqué. Donc, elle a demandé un système informatique, ils ont livré le système informatique. Puis, de deux, bien, ça ne répondait pas aux besoins. Donc, pour elle, c'était comme un recul. Plutôt que d'avancer, c'était un recul. Fait que cette personne-là s'est complètement désorganisée, si je peux me permettre l'expression. Puis, ses patrons que j'ai eu la chance de rencontrer, bien, eux autres, ils me l'ont demandé. Donc, ils ont demandé, ça va bien aller. C'est un échec. Ce n'est pas parce qu'on le demande que nécessairement, il ne faut rien faire. Une autre croyance, et c'est la dernière croyance que je veux vous partager aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais je ne veux pas non plus là, vous inonder, c'est que, bon, la gestion de changement, c'est de la formation. Fait, on va former notre monde à la fin, puis ça va bien aller, ils vont être compétents, puis il n'y aura pas de problème. Pourtant, ils ont été formés, combien de fois j'entends ça? Mais former, là, la formation, là, dans le fond, c'est donner des connaissances aux gens, c'est sur le savoir. Et depuis tantôt que je vous mentionne que la gestion de changement, c'est de l'émotion. C'est se mettre en action, c'est du mouvement. Et là, on est au niveau des compétences. Donc, les savoirs, là, puis vous le savez aujourd'hui, ce n'est pas compliqué, les savoirs, ils s'acquièrent là, en 2 clics de souris maintenant. Donc, c'est pas déployer, puis je ne suis pas en train de dire que ça ne prend pas de la formation, je suis en train de dire que si le focus est uniquement sur la formation, on va passer à côté, on va rater le bateau, ça c'est sûr. Ce qu'il faut faire, à l'inverse, c'est développer les compétences organisationnelles en changement. Si chacun des employés d'une organisation développe leur agilité, donc vous connaissez les compétences d'agilité, là, vous êtes ici, c'est parce que vous avez certains concepts, mais si chaque employé est capable de développer ses compétences d'agilité, de communication, de collaboration, de coordination avec les autres, bien, en fait, on n'en parlera même plus d'agilité, les changements vont s'intégrer tout seuls. Développons les compétences de nos employés ou développons-nous nos compétences à intégrer le changement. Et de cette manière, bien, on ne parlera plus de changement, on va parler de transformation. Puis le changement va tellement être incrémental, c'est-à-dire qu'il va tellement faire partie de la culture organisationnelle que le mot va disparaître. En fait, moi, c'est un de mes souhaits les plus grands, c'est d'arrêter de parler de gestion de changement, puis de parler de transformation, puis de parler de développer notre culture d'agilité, puis d'aller ailleurs. Malheureusement, je pense qu'on a une structure en place qui fait en sorte que c'est difficile d'y arriver. Ici, la communauté agile, on le vit je dis on là, parce que je m'inclus là-dedans, là, mais on le vit particulièrement dans les organisations parce qu'on tente d'implanter l'agilité. Puis l'agilité, c'est d'abord et avant tout des comportements. Fait que là, on commence, jusqu'à un certain point, ça va bien, puis où ça bloque, parce que les comportements ne suivent pas, bien là, à ce moment-là, on va donner de la structure. Puis si les comportements ne sont pas là à la base, même la meilleure des structures ne survivra pas. Puis, qu'est-ce qu'on fait pour pallier à la structure? C'est qu'on rajoute des structures, on rajoute des processus. Puis là, bien, on s'embarque dans un cercle vicieux, ce que j'appelle la spirale négative du changement. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça,
On fait quoi? On a un constat d'échec. Je vous ai montré les fausses croyances. Bien, première des choses, là, les fausses croyances, il faut arrêter de les faire. On continue à faire ce qu'il ne faut pas faire parce que c'est réconfortant. Donc, arrêtons de faire ce qu'il ne faut pas faire. La preuve, elle est démontrée. C'est qu'on investit et on n'a pas plus de succès. Fait qu'arrêtons tout de suite là, de rentrer dans des modèles, dans des structures à pu finir, puis concentrons-nous sur ce qui est important, le focus, l'humain, les comportements, les compétences. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est challenger. C'est challenger parce que c'est réconfortant les structures, puis c'est facile de tomber dans cette croyance-là. C'est facile de tomber dans la procédure parce que justement, on ne gère pas l'émotion. Donc, notre travail, je pense, c'est challenger. Il ne faut pas avoir peur de challenger. Autant nos collègues que les directions, même si je sais que ce n'est pas évident, c'est ça qu'il faut faire. Je pense qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Le troisième élément, je pense que ce qu'il faut faire pour passer à la prochaine étape, c'est d'accepter que le changement, c'est de l'émotion, puis que dans nos organisations, il y a de l'émotion. C'est un écosystème dans lequel on vit. On passe la moitié de notre vie au travail, dans les organisations, dans les entreprises. Donc, ce n'est pas vrai que quand on rentre au travail, on met notre soude de travailleur. Je rentre au travail, je ne vis plus d'émotion. Quand je ressors, là, finalement, je peux aller jouer avec les enfants, puis tout va bien. Non, on est ce qu'on est. On est ce qu'on est du début à la fin. Donc, autant au niveau organisationnel qu'au niveau humain. Et c'est important de comprendre que les deux s'intègrent ensemble. Puis finalement, le dernier élément que je pense qu'il faut faire pour réussir à changer les choses, ou du moins à changer la pratique, c'est de montrer l'exemple. On est tous dans des projets, on est tous au cœur des projets. Puis je suis convaincu que dans la salle, là, s'il y a des gens d'informatique, là, tout ce que j'ai dit là, vous le voyez. Vous le voyez, puis vous l'avez probablement déjà dit. Puis vous l'avez probablement déjà relevé, un ou certains éléments qu'on a mentionnés. Peut-être moins le côté émotionnel, parce que ça, on a tous de la difficulté, mais sinon, en termes de structure, de processus, de communication, combien de fois j'entends « Ouais, mais parlez-vous, parlez-vous, parlez-vous ». Bien, continuez à le dire. Continuez à challenger le côté affaires pour ceux qui sont technologie, puis le côté affaires, continuez à challenger aussi le côté techno. C'est en challengeant, je pense que, puis c'est en montrant l'exemple qu'on va réussir à changer un peu nos façons de faire, puis sortir du cadre pour éviter que notre courbe continue d'augmenter, puis ultimement, bien, continuer d'investir dans quelque chose qui actuellement donne plus ou moins de résultats. Merci beaucoup. Il reste quelques minutes. S'il y a des questions, commentaires. Oui. Salut. Salut. C'est fort. Selon toi, pourquoi on est encore en train de parler de changement justement en 2018, puis on ne parle pas plutôt d'évolution comme le nom de ta boîte l'indique? Ta question, c'est ça te surprend? Ben, pourquoi toi tu penses que l'industrie n'est pas encore au moment où on parle de soutien aux évolutions, puis qu'on est encore en train de parler de gestion du changement? C'est vraiment une bonne question. Puis, je vais juste faire une petite parenthèse avant de répondre à la question. C'est qu'au départ, dans mon marketing de boîte, là, puis je sais que je n'ai pas trop le droit d'en faire, mais on ne voulait pas utiliser le mot changement puis le mot transformation. On se dit on est rendu ailleurs. Mais finalement, les gens ne comprenaient pas. La raison, je pense que je vais être obligé de redire un peu ce que j'ai mentionné, c'est que le mot évolution implique de l'émotion, implique sortir du cadre. Quand on parle de l'évolution de l'être humain, on est passé de l'homme des cavernes à ce qu'on est aujourd'hui. Puis on se rend compte, hey boy, la pente va tellement être grande. Ça va trop être difficile. Tant qu'à m'embarquer dans ce chantier-là, ben, j'aime autant prendre un changement plutôt que de faire une évolution. En tout cas, c'est ma perspective. Merci. Merci. Oui, on a une question.
Bonjour. Bonjour. Merci pour votre conférence. Est-ce que vous pourriez nous partager quelques expériences que vous avez vécues en organisation, justement, pour être à l'écoute des émotions? En fait, oui, je peux en partager. Puis, Merci. être à l'écoute des émotions, tout d'abord, ça prend du leadership. Et là, je veux pas. Des fois, c'est difficile de rentrer là-dedans, parce que je connais beaucoup de monde dans le centre. J'ai fait des interventions dans différentes organisations. Je ne veux pas pointer personne du doigt, mais souvent dans nos organisations, on a des gestionnaires. Le gestionnaire, il est là pour gérer des tâches, alors que le leader, lui, il est là pour gérer des humains. Puis, quand on a des gestionnaires, on a des experts de contenu. En tout cas, dans ma perspective, là, puis ce que je vois dans les organisations. Fait qu'est-ce que ça fait des experts de contenu? Ça gère du contenu. Dans les organisations où j'ai vu, où j'ai observé, ou dans la pratique, on a observé que justement, il y avait de la place à l'émotion, c'est qu'on avait des leaders. Donc, un leader, c'est quoi la différence entre un leader et un gestionnaire? C'est qu'un leader, il est doté d'une intelligence émotionnelle. Et il est capable de reconnaître chez l'autre personne ou chez l'employé qu'il y a des émotions. Et il est surtout capable de reconnaître que les émotions, c'est comme une espèce d'iceberg. C'est-à-dire qu'il y a la partie visible. Un gestionnaire puis c'est pas négatif, là, c'est juste je me sers de ces concepts-là pour essayer de vous faire comprendre. Mais mettons, un gestionnaire à la base va contrôler la partie visible, parce que lui, c'est le contenu, tandis qu'un leader va aller jusque dans la partie invisible. Donc, c'est ce qui est en dessous de l'iceberg. Ce n'est pas la pointe, mais c'est le reste. Et ça veut dire de l'empathie, de l'écoute. Et là, c'est des grands concepts, mais dans les organisations où il y a un leader, le gestionnaire leader, le leader coach, sa porte est ouverte. 70% de son temps est consacré à la gestion de ses employés plutôt qu'à la gestion de ses dossiers. Donc ça existe. Je pourrais en nommer plusieurs, mais je ne veux pas faire de jaloux. Fait que je vais me limiter à ça. Est-ce qu'on avait le temps pour une autre question? Je pense qu'on a pas mal écoulé notre temps. Si jamais il y a une autre question, il nous resterait peut-être 2 minutes. Merci beaucoup de votre participation, d'être venu en grand nombre. J'apprécie énormément. Merci.